Une alcoolique regarde une vidéo sur le sans-alcool, partie 1. Je sais pas si on aura une deuxième. Hein. J'aime pas ça. Je pense que je fais ça purement par mimétisme parce que mes copains boivent. C'est le pire mois pour choisir un dry. C'est le mois de toutes les tentations. Trop de gens qui sont littéralement, mais je veux dire le mot alcooliques, ils sont alcooliques sans le savoir. Mon petit rêve avec cette vidéo, c'est que les gens juste, ça vous met une petite graine. Ça peut devenir une transition. Une transition? Si, l'alcoolisme peut devenir une transition, moi ça me va. Le sans-alcool va chambouler l'industrie de la boisson. Les plus de 30 professionnels rencontrés sont unanimes, nous ne sommes encore qu'au début d'un véritable tournant et c'est maintenant qu'il faut en saisir les enjeux. Pour réaliser cette investigation, je suis parti pendant 1 an à la rencontre de toute la chaîne de production en France et à l'international pour voir ce qui se cache derrière ce futur presque miraculeux qu'on nous vend. C'est quoi cette veste? Presque le bon mot. Parce que autant le reportage J'avoue, je l'aime un peu bien. terrain nous affirme communément que les chiffres sont au vert. La France fait partie des top 10 en termes de consommation mondiale du vin sans alcool. Les taux de croissance sont à 2 chiffres. Là, ça fait 2-3 ans où ça n'a pas de sport, mais ça va pas descendre. Notre production, je pense que par rapport à l'année dernière, elle a presque doublé sur la bière sans alcool. En ce qui concerne le marché C'est fou quand même, parce que s'il y a bien un pays d'alcooliques qui aime bien le bon alcool, c'est quand même la France. du sans-alcool, depuis qu'on a commencé à produire, il est en croissance, ouais, clairement. Autant entre Mais c'est vrai que moi j'ai de moins en moins de potes qui boivent. Hein. pression du lobby sur les artisans, proposition de produits médiocres, coutumes dures à rendre. Je vais en finir par être la dernière connasse avec un pétard et une bière en train de faire vous êtes tous trop healthy. Renversé, surtaxage, les enjeux sanitaires qu'on n'imagine même pas, etc. C'est à l'heure actuelle un véritable casse-tête pour tout le monde. Même nous, les consommateurs, on ne sait même pas comment se positionner envers ce fameux sans-alcool qui est peut-être pire pour la santé que l'alcool, qui est plus cher alors qu'il manque un truc qui est considéré comme gustativement pas bon et peut-être n'existant simplement que pour répondre à un effet de mode dominé par les grands groupes pour s'en mettre plein les poches. Bon, je crois qu'il est temps de démêler tout ça ensemble avec mon acolyte Gaspard à l'écriture sous agua et notre cher médiateur terrain Morgan, connu comme le loup blanc à Toulouse. Spoil alerte, ça va bien se passer. Je vais être la seule, on est le champion de consommation d'alcool. Oui, on reste encore dans les top consommateurs au monde, je crois. Déjà rendez-vous pour l'épisode 2 qui ira encore plus loin dans le alcool devient plutôt bon en vrai. Oui, c'est en fait ce qui change beaucoup, je trouve, avec le sans-alcool de maintenant par rapport à avant, c'est vraiment le goût. Et finira par répondre à toutes les interrogations que vous aurez à la fin de cet épisode. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Plus en plus de pression sans alcool aussi. Il me faudrait une intro efficace comme ça, moi aussi, un jour. Notre cher pays du vin, genre je marche sur un nazi, un truc comme ça, est-il en train d'assister à une révolution véritable et impensable? Si pour notre génération, l'arrivée des ersatz d'alcool, à savoir bière, vin, spiritueux sans alcool, nous paraît plus ou moins... c'est vrai que tu me proposes du rhum sans alcool, je vais te regarder en bizarre. Récente, à l'échelle de l'histoire de l'alcool, dont je parlais déjà dans mon épisode de l'an dernier, on est sur un nano grain de sable là, en vérité. Tant mieux, sans alcool demande que ça d'avoir du goût, ouais. On commence à vraiment entendre parler de ça dans la première partie des années 2010 à travers un événement qui va lui donner un grand souffle à l'international, le Dry January. I speak English very well, my friend. La période n'est pas choisie au hasard, après les excès des fêtes de décembre. Dry January? Je sais pas si je l'ai bien fait. Et plein de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Vive la vie! Ouais! C'est une manifestation qui permet de mettre sur la table le sujet de l'alcoolisme des Français, en l'occurrence, et un sujet souvent caché derrière nos traditions et nos habitudes socio-culturelles. Donc, ah ouais, la quantité d'alcooliques qui s'ignorent. Donc, ça tombe à pic. Côté sans alcool industriel, eh bien, si la première bière sans alcool... Surtout chez nos darons, hein. Alors ça, pour le coup, chez les darons, la quantité d'alcooliques qui s'ignorent... date de 2011, c'est autour des années 2015-2016 qu'une myriade d'ersatz de boissons alcoolisées s'est développée, avec comme porte-étendard... C'est parce qu'ils ont entendu une fois à 12 ans que un verre de vin par repas c'était bon pour la santé, ils ont jamais arrêté, genre. La plus populaire d'entre elles, la tourtelle twist. Et en même temps, on leur en donnait à l'école, donc bon. Et ces déclinaisons fruitées qui se sont mis à remplir les rayons des grandes et moyennes surfaces, les GMS, surtout sur ces dernières années. À ce sujet, on a pu échanger avec le directeur d'un Carrefour qui a souhaité rester anonyme. En moyenne, moi j'ai pu voir que c'était entre 7 et 8% de chiffre d'affaires de rayon bière, et que chez moi, on n'était pas loin des quelques fournisseurs qui viennent, c'est vraiment pour des alcools. J'ai jamais vu de commercial, de fournisseur de bière sans alcool venir dans le magasin. Mais parce que du coup, t'es dans pas du coup centre-ville de Toulouse, donc peut-être que c'est plus compliqué pour les gens de venir. Non, parce que tout le monde, chaque marque a ses commerciaux qui font le tour de France. Hein.
Beaucoup de commerçants qui viennent dans les magasins. Mais c'est vrai que pour la bière sans alcool, j'en ai pas vu. Si tous les brasseurs industriels se sont mis progressivement au sans-alcool, soit en Truc de citadin, c'est ça? produisant, soit en rachetant des petites Ça m'étonnerait pas. boîtes, et ben c'est aussi parce que les Français ont joué le jeu et se sont mis à en acheter. Spontanément, on pense aux femmes enceintes, aux pratiquants de certaines confessions, aux anciens alcooliques, mais aussi à ceux qui n'aiment pas ça, l'alcool. Mais ce n'est pas tout, et surtout depuis 5 ans. Pour nous, Ok, si t'aimes pas l'alcool, il y a tellement de meilleurs trucs à boire que de l'alcool sans alcool, genre. Enfin, genre, tu sais, de la bière sans alcool ou d'autres trucs sans alcool. Enfin, tu sais, genre, plutôt que de boire du vin sans alcool, te casse pas les couilles et trouve-toi un très très bon jus de raisin. parler de l'extension de ce marché et plus particulièrement de l'effet de mode global récent qui l'entoure. On est parti à la rencontre de Bastien Rochette qui travaille en tant que distributeur chez Bières des régions Occitanie. Le sans-alcool s'est enclenché avec le Covid. Les consommateurs ont eu du temps pour revoir leur mode de consommation, d'autant plus avec... C'est vrai que le sans-alcool, pour tanker la pression sociale quand tu veux boire. Mais en fait, même au-delà de la pression sociale, moi j'ai un pote par exemple qui a dû arrêter de boire pour des raisons totalement légitimes. Par contre, c'est un pote à moi qui allait souvent au bar. Et juste, ça fait partie de son habitude sociale. C'est même pas une question de pression sociale, tu vois. C'est juste que lui, c'est une de ses façons de se poser avec des gens pour discuter avec eux. Et c'est un truc que je capte. Et à ce moment-là, du coup, t'arrêtes l'alcool, donc t'as envie de continuer à garder ta sociabilité. Truc sans alcool au bar, quoi. Cette insécurité sanitaire qui ont fait qu'ils se sont demandé comment... Enfin, à part depuis genre le lycée ou depuis la fin du lycée, je pense, jamais... Enfin, j'ai pas revu quelqu'un casser les couilles à quelqu'un d'autre parce qu'il prend pas d'alcool au bar. C'est-à-dire qu'effectivement, au lycée ou genre un peu après le lycée, on se foutait de ta gueule si t'arrivais au bar pour prendre un jus de pomme, tu vois. Autant quand t'as dépassé les 25 ans, tout le monde s'en branle. Consommer mieux et plus sainement pour la santé. Donc durant cette phase, notamment chez les jeunes, chez qui le mode de... Quand t'aimes pas trop le sucré, le sans-alcool, c'est pas mal. Oui, ça, je veux bien te croire. Tout le reste, c'est full sucre. Ouais. de consommation était en construction. Ah, peut-être qu'on devrait juste proposer des boissons moins sucrées aux gens de base, mais bref. Ces jeunes-là ont eu le temps, avec en plus l'influence de la culture healthy sur les réseaux sociaux, ont eu le temps de vraiment se poser des questions et réfléchir comment est-ce qu'ils pouvaient consommer différemment. Et je pense que c'est ces personnes-là qui, quelques années plus Si elle dit plus directement, mais à l'université, il y en a pas mal de pression. Ah ouais, ok, d'accord. tard... Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai moins vu dans mes études. Après, non, enfin, je dis ça, mais en fait, c'est juste que ça prend des formes différentes, vous avez raison. Genre, oui. Moi, quand j'étais en école d'ingénieur, l'alcool coulait à flot, sa mère, genre... Et effectivement, les gens qui buvaient pas étaient quand même mis à l'écart, même si on se moquait pas d'eux directement ou qu'on leur faisait pas de vannes, tu vois ce que je veux dire? Il y avait quand même une forme d'exclusion sociale, en vrai. ont gardé de nouvelles habitudes de consommation, notamment D'ailleurs, j'ai plein de potes qui ont dû... j'ai plein de potes qui aujourd'hui boivent du sans-alcool parce qu'après l'école d'ingé, ils ont dû se sevrer et ils se sont rendus compte qu'ils étaient alcooliques. Vis-à-vis de l'alcool. L'après-Covid semble donc clairement avoir accéléré nos questionnements et nos changements d'habitude. Et c'est étonnant aussi, il faut dire que c'est l'époque où tout le monde s'est mis soit à aller courir dans la forêt ou à jardiner. Ça, c'est de la patate douce, c'est impressionnant. On comprend alors qu'il y a une multitude de raisons qui amènent à vouloir limiter sa consommation d'alcool. Le terrain est donc parfait pour les industriels qui sont prêts à ouvrir la voie en surfant sur la tendance. Alors en 2025, bien sûr que la production d'ersatz d'alcool ne ralentit pas, au contraire. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on va aussi constater d'autres boissons, d'autres alternatives qui vont arriver et retourner le game. Mais ça sera pour l'épisode 2. C'est-à-dire que là, techniquement, il va pas y avoir 150 000 bouteilles qui vont avoir mon ADN sous fermentation. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle tous pour boire un peu de TP. Voilà, mais il faut peut-être quand même commencer par répondre à une question évidente que vous avez peut-être déjà dans la tête depuis le début de la vidéo. Comment on fabrique de l'alcool sans alcool? Faire un ersatz d'alcool, c'est un peu comme faire un bœuf bourguignon sans bœuf. C'est sacrément antinomique et surtout très perché. J'ai envie de chialer. Et pourtant, c'est ok. Toutes ces nouvelles boissons se sont installées un peu partout, sans pour autant défrayer la chronique auprès du public, qui est encore très certainement sur le débat du steak de soja, etc., etc. Un débat et une... Qu'est-ce qu'on nous a interdit encore il y a pas longtemps là? On n'a plus le droit de dire lait de soja d'ailleurs, faut dire boisson au soja maintenant. Et je crois qu'il y a encore un truc de con qui est passé il y a pas longtemps. Problématique qui, cependant, se discute beaucoup chez nos professionnels. Pour obtenir une des 3 boissons ancestrales sans alcool, il y a différentes manières, mais la plus simple à comprendre est celle de la désalcoolisation.
par des procédés mécaniques aux outils bien coûteux, on le retire. Si on prend par exemple la bière qui est faiblement alcoolisée, on peut aussi chercher à limiter la fermentation, soit en utilisant des levures faites exprès, soit en jouant sur la température. Et vous savez quoi, pour bien saisir le tout, c'est notre cher connecteur Morgan qui va d'abord rapidement nous expliquer comment l'alcool se forme dans la bière. Pour simplifier, on commence Tu dois dire steak végétal, mais ça faisait un moment déjà ça, non? par choper une céréale qu'on conditionne pour qu'elle produise du sucre. À ce moment-là, la céréale devient du malt. Ensuite, on en fait une soupe chaude. Le but, c'est de transformer l'amidon en sucre mangeable par la levure qu'on intégrera plus tard. Il y a ensuite l'étape d'ébullition pour enlever les bactéries qu'on ne veut pas. Là, on ajoute du houblon pour développer le goût. Le houblon, c'est un cousin du chanvre qui ajoute de l'assaisonnement à ta bière, avec différentes flaveurs qui vont pouvoir goûter des Décidément le chanvre. agrumes, la Vraiment à l'origine de tous les meilleurs trucs sur Terre. mangue, l'herbe. Et à ce moment-là, on va aussi chercher le pouvoir amérisant du houblon grâce aux acides alpha et bêta. Toute la partie liquide qu'on appelle le mou, on va la refroidir pour ne pas tuer la levure qu'on va venir insérer dans une cuve fermée. On rentre dans une étape de fermentation qui est littéralement le système de survie de ta levure, qui est en anaérobie. Donc en gros, c'est un En gros, les microbes, ils mangent du sucre et ils pètent de l'alcool. compliqué pour dire qu'on la prive d'oxygène. Elle va manger le sucre pour former de l'alcool. Et une fois que ça a bien fermenté, qu'on a rajouté des épices, des fruits et des fleurs si on voulait pour sortir de la bière traditionnelle, on peut passer à l'étape de conditionnement, qui est l'étape finale où tu mets ta bière dans des fûts, dans des bouteilles ou dans des canettes. L'exemple de la bière est probablement l'un des plus Puis il y a tout un tas d'autres passages entre temps pour buter la levure, pour pas que ta bière elle continue à fermenter dans la bouteille et tout. courants et des plus simples. Mais maintenant, pour bien saisir comment on fait une bière sans alcool, on s'est adressé à un expert du sujet, Benoît Wall, enseignant en chimie et sciences des aliments à l'école d'ingénieurs de Purpan. Pour faire une bière sans alcool, on peut jouer sur 4 paramètres différents. Le premier, le plus important, Quand t'es ingénieur en alcool, c'est un peu stylé quand même. ça va être la Burger végétal, c'est aussi interdit, mais MDR. température d'empâtage. Il va falloir mélanger nos céréales avec une eau suffisamment chaude, au-delà de 70 degrés, pour limiter Après, nous dans le Nord, on fait de la triple. Donc en fait, on fait x3 le processus. Nous, on met plus d'alcool. la formation des tout petits sucres, c'est-à-dire ceux que la levure pourra a posteriori transformer en alcool. Donc si j'empâte suffisamment haut en température, je ne fabriquerai pas de ces petits sucres et donc ils ne pourront pas devenir de l'alcool. Je peux également jouer sur la nature de la levure, la famille de levure que je vais utiliser. Et ça, c'est des progrès qui sont un peu plus récents. Les levuriers donc, ont mis au point des familles de levures qui, en étant modifiées, ne seront plus capables de transformer glucose, maltose et maltotriose, mais uniquement le glucose, c'est-à-dire l'unité de sucre la plus petite. Et donc là, vous limitez encore les chances de fabriquer de l'éthanol, puisqu'il n'y a vraiment plus qu'un seul sucre qui peut devenir de l'éthanol derrière. Et ensuite, la technique industrielle de la désalcoolisation qui va permettre d'atteindre 0,0% d'alcool. D'accord, donc déjà de base, on ne nourrit pas beaucoup les molécules pour qu'elles fassent le truc qu'on veut qu'elles fassent à la base. Et ensuite, on extrait chimiquement l'alcool, quoi. Puisqu'on va pouvoir séparer totalement l'éthanol éventuellement produit de l'eau qui sera présente dans notre bière. Alors la désalcoolisation, il y a 2 grandes Ce qui doit être très chiant à faire au passage. techniques. On peut réaliser une distillation Genre, séparer des solvants, c'est casse-couille. de notre bière. Et en fait, on vient jouer sur un paramètre physico-chimique eau-éthanol qui est différent. L'eau et l'éthanol n'ont pas la même température d'ébullition. Et donc, quand je vais faire une distillation, quand je vais chauffer ma bière, en premier, je vais évaporer l'éthanol qui est plus léger et l'eau va rester. Et donc, je vais pouvoir séparer l'éthanol de cette façon. Ça, c'est Ça doit niquer le goût de la bière de faire ça, genre. la distillation. Le problème, c'est que si je fais une distillation en chauffant, potentiellement, je vais détruire des composés aromatiques, les arômes qui étaient présents dans ma bière. Donc, pour éviter ça, les industriels, ils vont faire ce qu'on appelle une distillation, mais sous pression réduite. Ils vont réduire la pression, diminuer la pression. Ah oui, je vois ce qui... Oui. Du milieu et faire la distillation, ce qui leur permet d'aboutir au même résultat sans avoir besoin de chauffer ou en chauffant très peu. La deuxième technique, c'est une technique Tu dois quand même perdre des trucs en faisant ça. qu'on appelle le procédé d'osmose inverse, qui lui va... Oh, j'aime bien l'osmose. C'est quand vous avez genre une membrane qui sépare 2 liquides et qu'il y a un liquide qui est plus concentré que l'autre, et du coup les particules vont traverser la membrane et ça va s'équilibrer. plutôt jouer sur la séparation de l'éthanol et de l'eau à travers une membrane. On a une idée plutôt de filtration, donc j'aime bien les membranes. C'est-à-dire j'ai un composé qui va pouvoir traverser la membrane mais pas l'autre. Donc là, vous allez me dire, attends, on prend une boisson dont la nature et les efforts sont liés à un procédé d'alcoolisation, on enlève ou on limite la création de ce qui fait ce qu'elle est, et selon le procédé choisi, il peut quand même rester un peu d'alcool dans un produit qu'on va vendre ensuite comme sans alcool.
J'ai envie de commencer Oui, enfin bon, c'est vraiment que dalle d'alcool. par la DSP. La DSP, franchement... Mais il nous casse les couilles là. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et oui, Jamy, d'après la législation française, une boisson est considérée comme sans alcool chez nous si elle ne dépasse pas le seuil des 1,2 degrés. Et en France, il faut savoir qu'on est C'est pas mal en vrai, 1,2. quasiment les seuls à avoir un plafond aussi haut. La majeure partie de l'Europe et le Commonwealth se Oui, j'allais dire, c'est beaucoup à 1,2%, genre. situant à 0,5%, quasiment 3 fois moins. Alors oui, le niveau 0 degré peut être atteint, mais pour ça, il faut de l'artillerie industrielle qui vaut très cher, qui nécessite plus de moyens et a un impact supplémentaire sur le coût de production et donc sur le prix final payé par le consommateur. Dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros. Pour un brasseur artisan, il faut avoir du financement disponible. Toute cette réalité économique nous Après, si t'es musulman, c'est chiant qu'il reste de l'alcool. Ah bah oui, effectivement, je suis bête. explique pourquoi les artisanaux ont souvent du... Oui, c'est comme si tu me dis genre TKT, il n'y a pas de viande dans ce produit, et qu'en fait j'apprends qu'il y a 1,2% de viande, je pète un câble, je pense. mal à pouvoir techniquement produire des bières sans alcool. Et ils vont préférer jouer parfois sur une certaine diversification, on va dire sur d'autres tableaux. Épisode 2. C'est d'ailleurs ce que me racontait Marie Délice de la brasserie 81 dans le Tarn à l'occasion du festival Octobeer à Toulouse. Je vous propose de l'écouter. Vous êtes une brasserie artisanale mais qui ne font pas de sans-alcool, alors pourquoi ? Pourquoi ? Pour une question de capacité de production. C'est vrai qu'on est vraiment à flux tendu, on ne peut pas non plus faire d'énormes volumes, et vu qu'on a une gamme permanente qui nous prend déjà beaucoup de fermenteurs et qu'on fait des bières en éphémère à côté, on aimerait bien dans le principe, et même on pourrait, mais en fait la capacité de la brasserie ne nous permet pas de pouvoir en faire. Dans l'idée ça nous plaît beaucoup, mais en fait on peut pas. C'est des machines qui coûtent très cher, et en plus il y a le local aussi qui va avec. Enfin nous, notre local, c'est pas extensible. On a En fait, je bloque trop sur le costume du mec derrière pour écouter quoi que ce soit. tant de fermenteurs, on a la salle de brassage et on est en manque même pour notre gamme avec alcool. Il nous manquerait 1 ou 2 fermenteurs. On n'a même pas la place de rajouter pour cette gamme. Mais tu peux continuer à parler, je t'écoute pas. Là, du coup, on n'a aucune information ne traverse mes oreilles, je regarde ce truc. pas la place de pouvoir faire une bière sans alcool. À l'heure où la question de faire ou ne pas faire du sans-alcool touche tous nos professionnels, oui, je sais que c'est les éléments toastés. Quant à leur possibilité de diversification ou non, leur survie ou voire même leur pérennité, on pourrait croire que tout le monde, s'il le pouvait, lancerait une gamme sur laquelle enlever le truc pas bien qui fait des morts. Il n'hésiterait pas, il le ferait. Mais ça serait une vision qui manquerait de nuances. On est là pour ça et on va revenir ne serait-ce que 2 minutes sur, d'ailleurs, à partir de quand l'alcool est problématique. Car si on ouvre la parenthèse sur cette histoire de degré d'alcool à ne pas dépasser pour pouvoir avoir l'appellation sans alcool, il faut en plus comprendre il a fait un petit widget pour dire de faire des boosts. Attendez, faut que je fasse ça moi aussi. C'est pas bête. De degré d'alcool à ne pas dépasser pour pouvoir... Faudrait que je fasse ça sur mes grosses vidéos. Pour avoir l'appellation sans alcool, il faut en plus... j'aurais tellement dû demander à ce qu'on booste la vidéo sur iTunes. Comprendre parce qu'en vrai elle marche bien, je suis contente. Que le retrait de l'éthanol d'une boisson a un impact sanitaire non négligeable. Protecteur. Et aussi qu'avoir un faible taux d'alcool dans un aliment, c'est un peu plus courant que ce qu'on ne croit. L'éthanol peut se former de manière spontanée. On peut le retrouver dans les fruits qui ont un peu trop mûri. Donc on a un processus de fermentation qui se déclenche de façon tout à fait naturelle. Ça, c'est une première chose. Donc c'est quelque chose qui se fait spontanément dans la nature. Il a un rôle, c'est celui de protéger de certains micro-organismes, dont les bactéries, certaines bactéries. La présence d'éthanol va limiter, voire complètement supprimer le développement de certaines bactéries qui peuvent être dangereuse pour l'homme. Donc ça, c'est finalement une bonne chose pour nous, pour l'humain, pour la nature. Ouais, ça, je pense que même quand t'es musulman, du coup, enfin, comment dire, il me semble, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que l'injonction morale derrière le fait de ne pas boire, c'est avant tout une injonction morale de ne pas se mettre dans des états seconds de conscience. C'est pas tant sur ce truc de il faut absolument genre enlever tel produit très précisément et ne plus jamais y toucher que une injonction plus spirituelle où je pense que si tu manges un fruit qui a un peu fermenté, je suis pas sûr que Allah t'en veuille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'on a un protecteur naturel. L'éthanol nous protège. L'alcool tue littéralement les bactéries qui nous feraient clamser. Et c'est à ce juste titre d'ailleurs qu'à l'époque où l'eau était connue pour être très impropre, elle était mélangée avec de l'alcool. Attention, pas non plus à 90 degrés et avec du Ricard, hein, ça n'existait pas, mais au moins
à faible degré. Revenons à 2025. Se Ah, merci l'humanité pour inventer les Ricard quand même. diversifier, c'est donc pas si simple que ça, car Ah oui, non, pas de prosélytisme. Non, vilaine humanité. ça induit de pouvoir respecter des normes sanitaires renforcées. Et c'est un énième point qui s'ajoute à la liste. Suite à ces normes, eh bien, les ersatz doivent subir des procédés supplémentaires, et notamment être pasteurisés. La pasteurisation, c'est une étape aussi appelée débactérisation thermocontrôlée, qui consiste à chauffer un aliment pour tuer les bactéries avant de le mettre sur le marché. D'ailleurs, Voilà, tout le lait est pasteurisé par exemple. faut bien Parce que c'est dégueulasse à la base, il y a plein de bactéries de vache dedans. fermer tout ça, idéalement après. Et ça va Sébastien Lafond de la brasserie Aviateur m'a d'ailleurs très bien renseigné sur l'encadrement législatif et sanitaire des produits sans alcool. Alors le SNBI, c'est le syndicat des brasseurs indépendants auquel nous on est adhérents. Ils nous ont envoyé un mail il y a quelques mois de ça pour parler des risques qu'il peut y avoir sur les boissons sans alcool, les bières sans alcool notamment et les sodas. La raison est simple, c'est que effectivement, comme il y a du développement qui se fait dans les mois. Oui, pas le lait frais et le lait entier, effectivement. Pardon. Artisanal sur ces produits-là et que la plupart n'ont pas conscience des risques si ils ne sont pas pasteurisés. Sur le marché, tu vas avoir des bières sans alcool qui sont pas pasteurisées. Ouais, c'est très bon d'ailleurs. Genre, moi, un jour, j'ai eu l'occasion d'aller dans la brasserie qui fait de la Heineken, genre aux Pays-Bas. Et dans la brasserie en question, tu peux goûter de la Heineken pas pasteurisée. Et c'est bon sa mère. Je sais pas comment vous le dire autrement, les gens. Genre, la Heineken, t'enlèves la pasteurisation, c'est une bière vraiment premium. Pour le coup, elle est vraiment bonne. Genre, j'étais hyper surprise par le résultat. Où à la fin, ça a plus du tout le goût de la Heineken, tu sais, ça a vraiment un goût de bonne bière, genre. Boisson sans alcool, non pasteurisée en bouteille ou en canette, si elle fermente, elle explose. Si tu te retrouves avec ça Oui, par contre, ça vieillit pas bien les bières pas pasteurisées. Magasin, ça fait du gaz en permanence. C'est risqué. Après, il y a un risque aussi sanitaire. C'est-à-dire que, encore une fois, sur la boisson sans alcool, il n'y a plus l'alcool pour protéger, il n'y a parfois pas assez de houblon pour protéger et le pH, parfois, il n'est pas toujours contrôlé. Et donc, en fait, il y a plusieurs aspects sur lesquels il faut être attentif. Voilà, à défaut de se répéter, ça commence. Ah, je ne bois que des boissons dont le pH est inférieur à 2, par contre, désolé. On s'en faire des contraintes pour se positionner sur ce qui est censé être le créneau du futur. Je sais ce que vous dites, que finalement, le terrain ne peut être investi que par, encore une fois, des gens bien riches là, hein, les gros. Ça existe des bières non pasteurisées en grande surface. Je crois que c'est plus facile à trouver, oui, du gaz comme dans les P, effectivement, archibrouteuse des dogs. Oui, alors non, je crois que c'est pas tant en grande surface que genre dans plutôt des trucs locaux et chez des microbrasseries, genre. Les brasseurs, les gros vignerons, qui d'ailleurs pour ces premiers, en parlant de la binouse, ne font que sortir des versions sans alcool de ce qui déjà à la base n'est même pas de la bière. On pense par exemple à Desperados ou encore Skol. Vous ne buvez pas de la bière. Morgane va justement pousser pour nous la réflexion et expliquer l'hégémonie des industriels dans la production de sans alcool. Les industriels, ils ont le luxe d'échouer. Ce qui va se passer, c'est qu'ils ont les moyens pour produire, mais ils ont aussi... En fait, c'est intéressant parce que sur le papier, tu vois, genre, bonne idée la bière sans alcool. Et tu te rends compte que dans les faits, ça nécessite quand même un certain appareil industriel que tout le monde n'a pas, genre. Et surtout, les moyens pour communiquer. Et aujourd'hui, la communication, c'est ultra important. Tu peux sortir le meilleur produit du monde, si t'arrives pas à le mettre en grande surface et si les clients veulent pas l'acheter, t'es foutu. Et pour que les clients veulent l'acheter, il faut qu'ils l'aient déjà goûté. Du coup, là-dessus, t'as plusieurs choses que tu peux faire. Donner des échantillons gratuits au bar, tu peux avoir des stands, tu peux avoir ce genre de choses. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils s'appuient sur une de leurs marques. Ensuite... Moi, je suis vraiment cette pétasse qui prend 5 ou 6 échantillons par bar, mais juste pour l'alcool qu'il y a dedans, plus que pour goûter. Ensuite, ils vont prendre une marque, qui vont dévier en... Genre, je prendrais bien un rhum arrangé, tu me ferais goûter ces 5-là ? Sans alcool. Ils l'appellent le nom de leur marque de base en 00, et de cette manière-là, dans la tête des gens, c'est la même chose. Si jamais ils goûtent le produit en 00, qu'ils aiment pas, que c'est trop fade, on s'en fout, on switch du coup sur la vraie marque. La loi E20 interdit de communiquer sur l'alcool. Mais par contre, ça interdit pas de communiquer sur ta marque. Donc, tu fais... Et hop, du coup, on a plein de pubs pour genre de la 8-6 sans alcool dans les arrêts de bus et tout. Ta variation comme ça, et tu peux fourber un peu le tout. Et de cette manière-là, tu vas maintenir ton hégémonie, parce que tu as le pouvoir de communiquer sur ce genre de choses que les autres n'auront pas. Parce qu'ils ne peuvent pas lancer une gamme sans alcool, parce que du coup, leur gamme principale ne leur permet pas d'avoir les épaules et la trésorerie pour tanker tout ça. Donc t'es bloqué sur le plan de la com, et t'es bloqué sur le plan de la street production, genre. Merci Morgane. Maintenant qu'on a bien saisi les enjeux liés à la production de la bière sans alcool... Pubs pour l'alcool, il y en a plein. Et non, tu confonds avec les pubs pour la DSP sans alcool, ou encore les pubs pour la lèvre sans alcool.
Qui sont juste des sodas, bien sûr. On peut aller faire un tour dans les vignes. Et pour ça, on part en duplex avec le journaliste Lucas Labrenne qui est parti rencontrer pour nous Fabien Révol, vigneron et membre du collectif du vin Nolo dans le Gard. J'avoue que quand on aura un peu plus d'XP et tout, j'aimerais bien faire une blague lorsque je fais les actualités où j'ai des faux duplex avec genre Lou ou quelqu'un d'autre genre qui serait sur le teco qui parlerait pas. Et je pourrais dire, on rejoint notre envoyé spécial en duplex et je change la scène et ça, c'est une scène avec Lou. Ce serait super de faire ça. Genre, tu sais, sur un fond vert et tout. Qui s'appelle Cypher, une boisson à base de vins désalcoolisés que nous produisons aujourd'hui à partir des vins du domaine de Panéry. Et avec Cypher, on fait partie du collectif des vins Nolo en France, qui est un collectif qui rassemble des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, toute la filière en fait, qui intervient dans le développement de ces boissons alternatives pour adultes. On va dire le segment dans sa globalité. Et les actions, ça va être Je peux juste mettre un PNG de Lou. de représenter ces acteurs-là et d'expliquer ce que sont les boissons sans alcool ou désalcoolisées lors des salons. On a par exemple une présence au salon Degré Zéro qui se déroule à Paris chaque année en début d'année, qui pose uniquement des boissons sans alcool. Une présence lors des salons comme Wine Paris, qui est le grand rassemblement on va dire mondial du vin. Une mission. Ça a l'air insupportable comme endroit. Wow, j'ai l'impression qu'il n'y a que les buveurs de vin que je déteste le plus. Comme Wine Paris, genre, qui est le grand tout m'énerve. on va dire Je suis énervé. mondial du vin. Ah ouais, cette image-là me donne... Une mission aussi d'éduquer, en tout cas de faire passer l'information auprès soit des pouvoirs publics ou auprès du grand public ou bien auprès des professionnels qui seraient intéressés pour mieux comprendre. Il y a vraiment des salons pour tout. Ouais, il faut comprendre que les salons comme ça, c'est souvent pour mettre en relation les professionnels entre eux, surtout. Cette catégorie, quels sont les acteurs et comment en parler. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs technologies pour désalcooliser un vin. La plus moderne, qui est la moins intrusive, c'est-à-dire qui abîme le moins possible. Oui, c'est clair, genre, on dirait que dans leur truc pour goûter le vin, il y a toute une section adrénochrome, genre. La matière de base, qui est le vin, c'est ce qu'on appelle l'évaporation sous vide. Donc pour faire simple, on va monter le vin à 30-35 degrés et dans un contexte sous atmosphère sous vide, on va pouvoir enlever l'éthanol qui est l'alcool. Donc c'est ce qui va le moins dénaturer le vin. Soit je décide de désalcooliser mon vin et je veux dès le départ qu'il ressemble à mon vin alcoolisé, ou bien je vais pouvoir aussi prendre un tout autre chemin et me dire non, je décide volontairement que cette boisson-là n'a pas raison de ressembler à mon vin initial. Et donc dans la technologie, dans la façon de le travailler, je vais lui faire prendre en fait d'autres chemins. Alors ces structures-là, elles sont pas installables chez soi. Mais moi je pense que ça va finir par arriver, ça va faire comme les trucs VG quoi. Genre on va finir par en avoir deux catégories, les machins qui à proprement parler imitent la viande et les machins qui s'en battent les couilles et qui font juste leur propre truc VG genre. À mon avis ça va juste s'équilibrer comme ça. Parce que là on est sur des structures type industriel. Après là les petites émincées là, qui ressemblent à du poulet, mama sont en fait on va dire un petit peu prises de l'agroalimentaire. Donc en fait on doit emmener son vin dans un établissement qui est équipé de ce genre de technologie. Une fois de plus je recommande aujourd'hui d'aller pousser la porte d'une cave sans alcool parce que les professionnels qui sont là vont pouvoir vous aiguiller. Bon, sur la question du vin particulièrement, on se doute bien que ce n'est pas du jour au lendemain donc que les Français vont... Ma sœur elle en boit du vin sans alcool en ce moment. C'est parce qu'elle est enceinte. Se mettre à avoir sur leur table du vin désalcoolisé. Quant aux spiritueux hors de... Ah, la saucisson VG, ça dépend. Il y a des gens qui sont beaucoup moins fans, alors que, tu vois, typiquement, les merguez VG, ça fait l'unanimité absolue, genre. Le prix, compliqué aussi. On est un producteur de vin culturellement. Le fait de transformer quelque chose... Tout ce qui est imitation de bacon aussi, je suis vraiment fan. Ce qui est culturel, ça fait déjà une première barrière, ce qui est totalement compréhensible. Lorsque on va sur des marchés anglo-saxons, même aux États-Unis où ils produisent du vin, mais c'est pas une culture viticole. Donc en fait, ils n'ont aucun problème à transformer ou à voir des alternatives là-dedans. Je te prends un exemple type. Par exemple, le vin en canette. En France, c'est une hérésie, ça n'a jamais percé. Tu vas aux États-Unis, ça marche très bien. C'est un... Ah mais putain mais faut nuke ce pays là, j'en ai marre. Ah du vin en canette. Ah la même chose avec le fait de désalcooliser. La grande distribution, au départ, a voulu faire des propositions de boissons sans alcool pour adultes, je vais dire un peu trop cheap. Donc, en essayant de réduire au maximum les prix, j'imagine. Absolument. En se disant, il faut que ça tape en dessous des 5 €. Sauf que la vérité, tu peux difficilement avoir quelque chose de qualitatif à ce prix-là. Ou alors, c'est de l'ultra... Tu reprends du fromage en spray avec ta canette de vin. Non mais oui, c'est trop ça, vraiment, ce pays de dégénérés, genre. Industriel.
Mais c'est comme avec le Genre, c'est vraiment des angloïdes qui ont muté. Je suis désolé, genre. vin finalement. C'est la même chose que... Exactement, c'est la même chose que le vin. Si tu veux quelque chose de correct avec un vin, il faut accepter de payer 8 euros, 10 euros, 12 euros. Tu me feras pas croire que... Mais c'est ça. Kidnapper le président du Venezuela, moi. Du vin en canette 4 euros ou à 5 euros, t'as quelque chose de très Non, je déconne, c'est très très grave d'avoir kidnappé le président du Venezuela en vrai, genre. qualitatif et qui rémunère complètement la filière. Donc en fait, les gens étaient déçus. Je goûte quelque chose de pas bon, c'est aussi la catégorie à quelque chose de pas bon. Si on compare avec ce qui est fait en Angleterre, où l'offre, même en grande distribution, est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'ils ont segmenté les rayons avec une entrée, un milieu de gamme et un haut de gamme. Et en fait, le consommateur, il s'y retrouvait. Il a compris qu'il pouvait, si son... Tu vois, tu me dis que t'as vu du vin en briques en carton. Étonnamment, ça me choque moins que une canette. Peut-être que c'est à cause des petites briquettes de jus que ça me choque moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Si sa problématique, c'était le pouvoir d'achat, Oui, canette de vodka, c'est pas choquant, mais canette de vin. il rentrait dans ce rayon-là par le prix d'appel et que forcément, s'il y avait une petite déception qualitative, il avait une option de monter en Oui, c'est à cause des cubis en fait, juste des mini cubis. gamme. En ce qui concerne tout ce qui est restaurant, bar, mais en fait là pour l'instant, Après moi, après être passé par l'école d'ingénieur, je reconnais que je me méfie des cubis. Je pense que je peux plus genre boire de l'alcool qui sort d'un cubi sans avoir envie de gerber, genre. Ouais. Oui, donc je disais, genre il y avait notamment un vin en particulier, je me rappelle plus son nom, mais c'était vraiment de la piquette sa mère, tu vois. Genre c'était vraiment du très 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 mauvais vin. Et le jeu, c'était vraiment de le rendre le plus mauvais possible, sans rajouter de trucs à l'intérieur. Et je me souviens d'une soirée où il y avait un mec, genre, non mais c'est pire que de la villageoise, genre. C'était vraiment pire que de la villageoise. Et genre, il avait pris un cubi entier de ce vin rouge dégueulasse, vraiment immonde. Il l'avait mis dans le coffre de sa bagnole, il l'avait laissé au soleil pendant 2 semaines, et ensuite, sur toute la route pour aller au camping, il a shooté dedans comme si c'était un ballon de football. Et à la fin, on a bu ça, genre. Oh, 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 c'était pas bon. ils ont en grande majorité loupé le coche. Il y a plutôt les grandes tables qui ont la chance d'avoir des sommeliers, Mais non, ça n'avait aucun sens, tout le monde. Vraiment, je ne cherchais pas à comprendre. des gens qui vraiment réfléchissent aux boissons, qui ont on va dire, soit des catégories managers, soit des beverage managers comme aux États-Unis. De toute façon, vous se rappelez, c'est quoi le nom du vin en question? Attendez. Le cépajou. C'était du cépajou. C'est vraiment genre, c'est du vin dans des bouteilles en plastique, tout le monde. Vraiment, genre, c'est trop grave. Attendez, est-ce que je peux retrouver le cépajou? Genre, c'était un nom de con comme ça, mais c'était vraiment... Non, mais ça, là, vous montrez des cépages, c'est encore autre chose. Attendez. Ah. Mais c'était vraiment du cépajou, genre, c'était du... Ouais, c'était vraiment du vin, genre, en bouteille en plastique, quoi. Genre, vraiment l'enfer du nom du truc. Ouais, villageois score, ouais, complètement. Et alors, du coup, c'est marrant, je suis allé voir les copains, et ils m'ont montré un truc qu'il faut absolument que je vous montre. Tant pis pour la capsule. En gros, j'ai une copine à moi, genre, il y a le chat de sa sœur, qui est incroyable. C'est vraiment une créature fantastique, tu vois. Et en fait, c'est un chat qui a la particularité de super chum. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, dès qu'il fait un mouvement, genre, il s'étire ou il essaye de s'allonger, il ressemble déjà plus à un chat. Genre, c'est vraiment, il est physiquement un peu spécial. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, bientôt, elle ne pourra plus le voir pour des raisons de déménagement. Et du coup, Lou et un autre copain ont décidé de lui offrir à ma pote pour Noël des coussins à l'effigie du chat en question qui a trop une tête bizarre, genre. Il y en a un autre, genre, où il s'étire. C'est fantastique. Genre, les deux sont vraiment bien, genre. Je sais pas comment dire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous dis, genre, le chat, il n'a pas une forme normale. Il a un peu un problème de morphologie, quoi. J'adore mes potes, ils sont incroyables. Voilà, c'est le Benz. Il s'appelle le Benz. Et oui, c'est entièrement à cause des benzodiazépines. Bref, je vais aller les rendre. Je vais aller rendre les coussins Benz dans ma Benz. Je reviens. Voilà, parenthèse Benz terminée.
Et c'est reparti pour sans alcool là et tout. Oui. Ces gens-là vont construire des alternatives, des cartes, des mocktails, des offres de boissons sans alcool. Et force est de constater que lorsqu'on est face à ça, c'est à peu près 30% des ventes. C'est un vrai levier. Cependant, c'est quand même On dirait un poulet avec une tête de chat. intéressant de voir que, avec le développement de ce marché qui part de zéro il y a 10 ans, ces produits visent à se répandre plus qu'on ne le croit. Gagnent en qualité également, c'est pas juste quelque chose de aqueux qui n'a pas de goût et qui tombe rapidement. Ces produits gagnent aussi en accessibilité. Et finalement... Moi aussi je suis aqueux. Pardon, la blague était un peu vénère. Un peu comme le café décaféiné, finiront très certainement par se normaliser. La différence entre ce café et ce café, c'est que dans l'un, il n'y a plus de caféine. Je suis une femme à queue. C'est rigolo. C'est simple, le schéma est que si la demande augmente pour les ersatz d'alcool, les volumes de production suivront et permettront des économies d'échelle qui rendront les produits plus accessibles, facilitant donc leur vente, le cercle vertueux de la croissance en somme. Et ça peut notamment grandement bénéficier aux artisanaux si vous vous dirigez plutôt vers leurs produits. Le discours de Fabien rejoint donc celui de Bastien, notre distributeur. Et si, admettons, là maintenant, à ce moment-là de la vidéo, vous êtes effrayé parce que oh là, le sans-alcool va remplacer totalement l'alcool, écoutez un peu ce qu'il en dit. Ça va, je suis pas spécialement terrorisé, genre. T'as vu que sur cette chaîne, on parle quand même beaucoup de genre de V, de violence sexiste, de manipulation, de colonisation. Ça va, tu vois, genre, émotionnellement parlant, je me sens pas trop mal. La bière existe depuis des dizaines de milliers d'années et je pense qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Enfin, du moins, la bière fermentée avec un degré d'alcool. Il y aura toujours de la consommation d'alcool, c'est juste que la répartition des volumes consommés va atteindre un équilibre que je ne connais pas. Mais il y aura, je pense, toujours une proportion des deux. Bon, vous allez me dire, ouais, TP, t'es bien gentil, là, les lobbies, les producteurs, les distributeurs, tout ça, mais on n'oublie pas quelque chose dans l'addition. Et ouais, dans l'équation, il manque nous, les consommateurs. En fait, qui boit concrètement des ersatz d'alcool? Avant de chercher même à se développer auprès des de villes, plutôt genre des électeurs d'Europe Écologie Les Verts. Buveurs d'alcool qui questionnent leur consommation, les ersatz d'alcool ciblent, comme j'ai pu le dire plus tôt, les non-buveurs d'alcool par choix ou par contrainte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses. Il y a des profils de consommateurs qui effectivement vont consommer que du soft, des personnes mineures, ça peut être des femmes enceintes, ça peut être des personnes qui ne consomment pas d'alcool de par leur religion. Certes, ces personnes ont toujours consommé du... Oui, bon, ok, d'accord, ça et des musulmans. Du soft, mais... Des électeurs d'Europe Écologie Les Verts et des musulmans. Comme quoi, on a réussi à trouver un point commun. L'offre était moins attirante, moins développée. Il y a également ces modes de consommation qui ont évolué et qui font qu'une personne, par exemple au bar, qui va arriver un peu tôt, va peut-être préférer prendre un soft. La fameuse alliance des bobos et des barbares. Pour commencer parce qu'il est un peu trop tôt, ou justement en fin de soirée, quand il est un peu trop tard, pour éviter de reprendre un verre d'alcool, va pencher pour du soft. Quel est ce profil de consommateur en fait qui vient te prendre du sans-alcool? Vraiment, il y a de tout. On va avoir de la femme enceinte, on va avoir des gens qui ont arrêté de boire, on va avoir des gens qui veulent réguler leur consommation. On a vraiment un panel de gens qui est assez large. Ce qui est drôle avec ce premier cercle de cibles, c'est qu'il n'est pas composé que de consommateurs contraints à ne pas boire, mais désireux de s'intégrer socialement en faisant tout comme si boire était absolument la norme sur laquelle se calquer. Or, aujourd'hui, il est appréciable de souligner que cette clientèle traditionnelle n'est plus la seule dans l'équation. En effet, celle qu'on va appeler la... Personne mineure, moi je prenais des grosses caisses à 14 ans, hein, mais après je viens du Nord aussi, peut-être ça change quelque chose, j'en sais rien. Non, on est tous alcooliques, je crois, dans ce pays con. Cible secondaire est le consommateur dit flexi-buveur, qui cherche à raisonner sa consommation d'alcool sans pour autant s'en priver totalement. Alors, flexi-buveur, si c'est aussi solide que flexitarien, je vais mettre un gros point de doute. Sur le même modèle que les flexitariens avec la viande, au final. Flexitarien, on rappelle que c'est un mot qui a été inventé par les lobbies de la viande. Et ça, c'est Mathilde Boulachin, fondatrice... C'est pas du tout une vanne, hein. ...d'une PME spécialisée dans la conception et la négoce de vins traditionnels sans alcool, cachère et même halal, qu'il exprime très bien chez Zola Media. D'ailleurs, moi, je pense que les flexi-buveurs, c'est les mêmes que les flexitariens. Ce sont les personnes qui, comme moi, tantôt boivent, tantôt... Et ils détestent le gluten, d'accord ? Tantôt ne boivent pas, peut-être en fonction de l'heure de la journée. C'est pas une question d'intolérance, vraiment, ils l'aiment pas. Et peut-être en fonction de ce que je vais faire derrière. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai un palais qui est habitué au vin, je connais très bien l'alcool, et je connais très bien les vins, et par contre...
Je connais bien l'alcool aussi. de temps à autre, et c'est exactement Je dirais que j'ai une relation quasi, comment on dit, intime. l'étude que l'on a réalisée avec l'Institut CSA qui nous montre qu'une grande partie des consommateurs de vin sans alcool sont ces C'est juste être normal de pas boire tout le temps. Non mais oui, il y a un peu ça aussi, genre... flexi-buveurs. Et moi, je dois être flexi-buveuse aussi, parce que ma règle de... par rapport à l'alcool, après les erreurs du passé, on va dire, ça a été de plus avoir d'alcool chez moi, à proprement parler, genre dans ma maison, et du coup de devoir sortir pour boire, et comme je suis une meuf trans autiste, sortir c'est déjà un peu une épreuve. Donc du coup, il n'y a pas aussi cet effet de je sors tout le temps, où du coup ça m'a juste régulé. Elles ont moins de 45, elles sont plutôt femmes, plutôt CSP+. Électrice d'Europe Écologie des Verts. Quand elles sont épicuriennes, Allez, Écologie des Verts. elles aiment la recherche gustative. Donc, Et la douceur. Et elle n'aime pas trop les hommes qui tapent trop fort sur la table. des vins désalcoolisés avec toutes ces formes de complexité. Si on fait un zoom sur le profil des femmes enceintes, il y a notamment le compte Instagram Bliss Stories qui propose du contenu et podcast sur la maternité, qui ne va pas hésiter à développer des partenariats avec des producteurs d'ersatz d'alcool, comme notre cher Fabien Révol, pour faire savoir que voilà, ça existe. Donc notre clientèle traditionnelle continue aussi. C'est les nouvelles catégorisations de femmes de Thaïs Descuffon. T'as femme enceinte, femme épicurienne, femme flexi-buveuse. Sa croissance continue d'y être sensibilisée. L'un des reproches au sans-alcool est celui de toucher quand même une cible globale, toujours un peu plus âgée que nous et plus à l'aise financièrement. Néanmoins, il y a un vrai travail de la part de beaucoup sur le développement du marché en dessous, celui des plus jeunes d'aujourd'hui qui sont les buveurs de demain. Quant à notre... Cibler les enfants avec des contenus pas problématiques. Bonne idée, ça. En vrai, par contre, pour premier degré, c'est une vraie critique que je vais faire sur la vidéo quand même. C'est que je suis désolé, mais quand t'apprends qu'un produit sans alcool, il est surtout fait par des grands industriels complètement zinzin, capitalistes, fous malades, qu'ils utilisent spécifiquement, genre, leur boisson sans alcool pour tenter de cibler des mineurs, c'est la même de stratégie que les cigarettes en chocolat, en fait. Et ça fait un peu bader, je veux dire. Genre, c'est pas vraiment une bonne nouvelle en tant que telle. Enfin, tu peux vraiment le voir sous un angle. Là, vous êtes quand même en train d'essayer d'habituer des mineurs à acheter des boissons d'une marque d'alcool. Bizarre. Tu vois, genre vraiment, enfin, ça c'est l'angle un peu dangereux pour moi du sans-alcool, et je pense que ça manque à la vidéo un angle critique. Consommation d'alcool, on l'a vu, il y a une très large partie de la jeune génération qui refuse aujourd'hui de boire la moindre goutte. Toutes ces générations-là et les futures générations vont, à mon avis, consommer de plus en plus de soft. Nous, on a eu l'exemple. Attends, il y a vraiment des arômes alcool dans les sucreries low cost? Mais attendez, faut que j'aille chez les sucreries low cost. De nos parents, Attends, une sucette au rhum, ça va être bon sa mère? Grands-parents chez qui... Non, Diane Arrête de vouloir faire des produits pour enfants avec de l'alcool de... le verre de vin était obligatoire tous les midis. Ah bah yo, salut TP, comment ça va? J'étais en train de critiquer ta vidéo justement. À table, presque préconisé. Je vais expliquer en gros, je trouve qu'il manque peut-être un petit angle un peu critique sur le fait que les grands industriels font des produits à destination des enfants alors que c'est des boissons, enfin c'est des industriels de boissons alcoolisées genre. Par les... Mais c'est un peu le seul truc que j'ai à redire, en vrai c'est vraiment clean. Par les médecins, et en fait c'est une... je pense que les générations futures, quand ils auront... Une sucette au génépi. Ont vu leurs parents consommer différemment avec moins d'alcool, du soft et également une offre. Parfois l'inverse, tu vois tes parents consommer beaucoup trop, ça te donne envie de moins boire. Offre de soft qui va... Après moi je descends d'une longue lignée d'alcooliques, pour le coup c'est génétique. Hein. Se développer, vont être amenés à consommer de plus... peut-être que tu en reparles plus tard. De plus en plus de soft. Oh la sucette là. La génération des 90-2000 qui commence à boire de l'alcool maintenant, t'es flou mon ref. A priori, il y a une tendance. Bah quoi, on a bu ou quoi? Je vois flou. Qui va vraiment sur des boissons plus saines. C'est une clientèle je suis à mourir de rire. Énorme en devenir quoi. Et si justement cette rupture avec l'alcool se passe bien et se perpétue, les générations qui vont suivre vont directement être impactées. Ce qui va se passer va être très beau, mais ça, on le creusera dans l'épisode 2. Parce que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on ait un effet aussi, peut-être comme avec les puffs, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que les puffs, ça a pas tant augmenté la consommation de tabac chez les jeunes. Genre, on n'a pas encore toutes les datas par rapport à ça, mais c'est plus compliqué que ça. Genre, apparemment, les gosses qui commencent par la puff commencent pas forcément à fumer
de tabac derrière, il reste dans la puff. Bon, ça reste un problème parce que la puff, c'est pas non plus inoffensif. Mais en vrai, ça mériterait de creuser un peu la question. Encore une fois, le mec il tease quoi. Non, pas teaser, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Si on se concentre sur le futur plutôt que sur le passé... Non, enfin, attention, j'ai passé ça en com, mais ça n'est pas comparé. SA n'est pas comparé avec la CE. Ah, le sens d'alcool n'est pas comparé avec la cigarette électronique. Ah ouais, pourquoi? Mais en vrai, je me pose vraiment la question. Premier degré. Il semble clair que... Et puis ça me semble aussi, en fait, ce qui me fait un peu plus peur par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a plus de points communs entre de la bière sans alcool et de la bière qu'entre une puff et une cigarette. Tu vois ce que je veux dire? Que les Français cherchent à réduire leur Genre, ça a littéralement le même goût. Consommation d'alcool. Certes, à Toulouse, les bars de la place Saint-Pierre ne semblent pas se désemplir de rugbyman qui se la foutent à la bière industrielle ou au Ricard, mais le vent est bon dans les grands chiffres. Voilà, on peut s'en satisfaire quand même. C'est officiel. Les Français veulent quelque chose qui leur plaît en bouche sans finir dans le mal. Après, y arriveront-ils? Bon, ça c'est pour un autre chapitre. On remarque que les ersatz d'alcool dont il était question dans cette vidéo permettent la transition et questionnent frontalement notre rapport. Quel endroit terrifiant. Ah, je suis d'accord. Moi, tu me mets au milieu de tous ces rugbyman, je pense que je disponne. Rapport à la boisson, tout en s'inscrivant dans des codes socio-culturels connus. Dernièrement, une autre tendance se dessine en France, celle de fonctionnaliser notre rapport à la boisson, c'est-à-dire de boire des mélanges qui possèdent une fonction autre que celle de s'hydrater ou de prendre du plaisir. Ce sont des boissons qui sont bues parce qu'elles ont des effets sur notre organisme avec des propriétés genre le kombucha de Squeezie. Nutritives ou un impact physiologique précis. Salut le ciao kombucha. Non, c'est faux, y a pas que ça. Troisième œil! Y'a pas que ça. Je vais pas lui faire une promo gratos, il m'a jamais envoyé de carton. En fait, la courbe qui exprime la réduction d'alcool... Oui, ça faudrait que j'arrête aussi, mais Squeezie plus cola, bah bien sûr. ...englobe de nombreux sujets. Et les ersatz d'alcool ne sont que la partie industrielle émergée de l'iceberg. Pour l'instant, notre société ne vit qu'autour de produits propulsés par le lobby, présents pour ne pas perdre de part de marché. Oh, ils ont vu un truc naître là, bam, on s'y positionne. Nouveau marché donc sur lequel ils se sont jetés rapidement et sans grande révolution pour continuer d'imposer la marque. Ah, moi, c'est ça qui me fait flipper, quoi. Genre, si d'un seul coup, t'as des 8-6 sans alcool qui se mettent à cibler les enfants, tu sais, avec des designs spécifiques et tout, pour tenter de les cibler au maximum. Pas très bon signe, quoi. Dans le sans alcool, ersatz ou non, le seul danger qu'il reste, surtout chez les artisanaux, c'est le sucre, mais en quantité novice, alors que la puff remplit d'additifs et de produits addictifs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais justement... Genre, ok, je suis d'accord que la puff, c'est dangereux en tant que tel. Là où le sans-alcool, tu peux en boire à l'infini et il n'y a pas de problème. Mais, vu que le sans-alcool et les produits alcoolisés sont beaucoup plus proches en termes de produits, je me demande si le danger réside pas plus là-dedans, dans le fait que c'est quand même un peu les mêmes choses, genre. Que du brasseur aux yeux de tous et ne pas prendre trop de risques, hein, les Henken 00, tout ça, des trucs qui, désolé de le dire, n'ont vraiment aucun goût. Vraiment. Je disais, genre, c'est déjà, en fait, vu que le sans-alcool sert déjà aux marques pour tenter de faire du ciblage publicitaire alors qu'ils sont pas censés avoir le droit de vendre leurs produits, je me dis pourquoi ils feraient pas pareil avec les gosses. C'est explosé, hein. Et justement, est-ce que ça c'est pas un petit peu voulu? Parce qu'effectivement, si ça ressemble comme deux gouttes d'eau, mais que l'expérience gustative diffère trop, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Slash la innocent. Et est une des 18 stratégies du lobby du tabac pour canaliser la clope. Après, je vois ce que tu veux dire, oui, c'est pour ça que les artisans se battent pour développer, au-delà des ersatz, d'autres styles de boissons. Mais je suis d'accord, pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est quand t'as des producteurs plus locaux qui font des boissons genre anisées ou des boissons avec de la... comment ça s'appelle? Du chanvre, mais en version bière, là, je sais plus comment. Enfin bref, des bières... du houblon, pardon, c'est ça. De faire des produits houblonnés ou anisés ou tout ce que tu veux, tu vois. Mais là, dans les faits, vu comment c'est présenté et qui c'est qui possède ce marché-là et qui c'est qui se positionne sur ce marché-là, je dirais que je suis quand même, in fine, à la fin de la vidéo, je pense que je suis un peu moins bandeuse que toi sur la question du sans-alcool, pour le coup. Mais je vois aussi là où tu veux en venir, mais in fine, je pense que je suis moins bandeuse. Genre, je pense que je vois plus de problèmes. A tendance à faire les gens préférer l'original à la copie et peut-être donc revenir rapidement à la version alcoolisée. Alors je vous le dis sans trop vous spoiler, mais la réponse à l'effet de mode ou la véritable révolution dans la façon d'entrevoir la boisson ne se... Parce que tout l'alcool que j'ai bu quand j'étais jeune, c'est surtout pour l'alcool, et comme c'était dégueu, on mettait du sucre. Ouais, ça c'est peut-être un peu mon angle mort, quoi. C'est vrai que quand t'es jeune, tu bois beaucoup plus pour les effets que quand tu vieillis.
Où du coup, tu n'iras pas boire du sans-alcool a priori en étant mineur parce que bah, ça fait pas d'effet. Mais je sais pas. Je pense vraiment que ça nécessiterait d'y réfléchir un peu sérieusement. Trouve pas là où nous la vivons Chanvre, c'est autre chose, mais le houblon, c'est une forme de chanvre, je crois, t'inquiète. actuellement. Bien sûr, de prime abord, quand on a commencé nos recherches, on est parti de ce prisme pour en plein milieu constater via... On a créé un fanzine collectif pour parler de l'alcool dans nos vies. Bah attendez, on va partager ça. Hop, n'hésitez pas à aller suivre ça, les gens, apparemment. Hop. C'est parce que j'ai pas encore l'épisode 2 également, bien sûr. Donc là, on switch le sans-alcool pour montrer vers quoi le futur se porte vraiment. Mais ça, on en a déjà parlé ensemble, je crois. Je sais plus si c'était en privé ou lors de l'interview ou quoi, mais oui, ça me dit complètement quelque chose. Je vois où tu veux en venir. Mais du coup, on spoil pas pour les gens. Chut. Nos contacts en France, à l'étranger, que la quête du mieux boire est plus qu'une histoire d'alcool ou pas, et que le futur monde dans la boisson est bien plus large que ce que nous proposent de simples rayons en supermarché. Merci d'avoir posé avec nous les bases de ce grand sujet qui va éclore dans l'épisode 2. Je vais vous mettre quelques extraits pour vous teaser. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, partagez-la, c'est très important, notamment... Non mais écoutez, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Moi, j'y vois quand même quelques limites et quelques problématiques qui seront jamais résolues par l'arrivée sur le marché d'un nouveau produit, parce que ça fonctionne pas que comme ça. Je veux dire, le capitalisme, c'est pas juste une question d'offre et de demande, hein. Il n'y a pas que simplement la pure question de l'offre qui s'équilibre avec la demande, et donc si on augmente l'offre, il y aura plus de demandes, etc. C'est plus complexe que ça, hein. Les gens, vous le savez, ici, on a une vision un peu plus matérialiste autour de, par exemple, qui prend les décisions, qui possède les moyens de production, qui possède les moyens de promotion aussi, c'est important. Et dans les faits, aujourd'hui, pour moi, toujours un problème que ces moyens-là, ils appartiennent avant tout à des immenses industriels qui cherchent basiquement à maximiser à quel point tout le monde consomme leurs produits à eux et qui du coup vont faire des campagnes marketing potentiellement cibler les enfants, ce qui moi est un truc qui me fait bader. Néanmoins, pour avoir plein de copains qui sont en train d'arrêter l'alcool en ce moment parce qu'on a tous eu une période de merde par rapport à ça, c'est vrai quand même que ça sauve un peu des vies, hein. Enfin, je sais pas si ça sauve des vies, mais en tout cas, ça facilite énormément la transition avec le moment où tu sors de cette addiction-là. Et pour moi, c'est quand même ça le plus important, tu vois. Parce que même quand j'ai des critiques sur les puffs et sur les clopes électroniques, etc. et tout, bah moi, je reste une meuf qui défend la puff et qui défend les cigarettes électroniques, tu vois. Parce que, genre, je connais plein de fumeurs qui ont pu ralentir / arrêter complètement grâce à ça. Et j'ai tendance à me dire que si on prend un peu de recul, je pense que ça sauve plus de gens que ça n'en met en danger. Donc j'aurais tendance à chercher à défendre malgré tout la cigarette électronique, de la même façon que je vais défendre le sans-alcool, je pense. Je serais le cible celle qui arrêtait, n'aime pas, ou les enfants, les artisans, tu remarqueras, qui parlent de boissons pour adultes. Bah ouais, ça m'étonne pas du tout, hein. Mais c'est parce qu'encore une fois, genre, il y a une vraie différence aussi entre des artisans ou des producteurs plus locaux, qui sont pas forcément, genre, purement tout seuls dans leur délire, tu vois, et un grand industriel qui n'a vraiment, pour le coup, comme unique horizon d'augmenter sa marge et d'augmenter son profit. Pour moi, c'est pas pareil. Genre, c'est pour ça que je trouve ça dangereux que tous ces moyens-là, ils soient dans leurs mains à eux, plutôt que dans un truc plus géré par plus de localité ou plus géré proche de la consommation en tant que telle. Pour les Puffs restent vivent sur une célèbre émission Enquête France 2 qui arrive dans quelques mois. Une séquence ensemble. Oh, stylé de fou. Stylé de fou. Bah écoute, je regarderai ça avec attention. Mais le problème, c'est que les Enquêtes France 2, j'ai pas le droit de les rediffuser sur YouTube, je me fais strike. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à... Si jamais vous êtes alcoolique, je vais conclure là-dessus, c'est très bien. Si vous êtes alcoolique, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à être alcoolique. Je suis alcoolique. Et c'est pas grave. Il y a plein de façons de vous être aidé qui peuvent correspondre à votre méthode. Si votre méthode, c'est de gérer de vous-même et de passer au sans-alcool et de faire ça, c'est très bien. Si vous passez par un psy, ça peut être une vraie solution aussi. Avoir un suivi... parfois juste appeler, genre je sais plus c'est lequel le numéro vert pour les alcooliques, ou poser des questions sur des Discord, poser des questions sur des Reddit. Il y a énormément de réduction des risques qui peut être faite autour de l'alcool et de la consommation de l'alcool. C'est-à-dire que même si vous êtes alcoolique, il y a des bonnes et des mauvaises façons de boire, parce que si jamais on n'arrive pas à vous empêcher de boire autant que vous buvez en prenant le moins de risques possible pour votre santé,
et celle de vos proches. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander des ressources. Acheter des boissons sans alcool, c'est un peu une étape 1 ou une étape 2, où ça peut être un truc qui peut aider dans le processus. Mais in fine, ralentir / arrêter l'alcool, c'est dur tout seul. C'est dur tout seul. Et pour avoir vécu un sevrage alcoolique vénère, ça reste, je pense, une des 3 ou 4 pires expériences de l'histoire de ma vie. Genre, on parle de... quand je me dis que vous avez besoin d'aide, c'est qu'il y a des moments où, genre, si vous êtes vraiment fort alcoolique et que vous allez arrêter, vous allez vous mettre à trembler, à avoir des sueurs froides. Enfin, vous avez le droit de demander de l'aide. Vraiment, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun problème. C'est chill. Donc n'hésitez pas. Et on va s'arrêter là-dessus, YouTube. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, tous les trucs là pour la promotion. Tu connais j'allais dire le boost, mais je préférerais presque que vous alliez booster la vidéo d'Alex Hitchens que celle-ci, je pense. Mais bon, n'hésitez pas à lâcher des boosts quand même quand vous y pensez. N'hésitez pas non plus à aller nous voir pendant le Forge Event, c'est dans pas longtemps là. Je sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là, mais ce sera le 9, 10 et 11 janvier. Sinon, moi je suis aussi en stream tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 17-18h normalement. Et j'ai sorti des playlists sur Spotify aussi, j'ai trop d'annonces en fin de stream, c'est un enfer.